Punchline, Laurence Ferrari. Et il est 18h, si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, bienvenue à tous. On va tout de suite partir dans le 12e arrondissement de Paris et rejoindre Thibaut Hull, envoyé spécial d'Europe 1. Bonsoir Thibaut. Le périmètre de cette prise d'otage dans le 12e est totalement sécurisé. Expliquez-nous ce qui se passe sur le terrain. Oui Laurence, le périmètre est complètement bouclé, des rubalises ont été déroulées tout autour de cette rue d'Aligre. Selon nos informations, l'homme retient 2 femmes en otage, il est retranché dans une épicerie avec un couteau. Donc il s'agirait d'un ancien magistrat tunisien de 56 ans. L'individu est connu localement pour ses antécédents psychiatriques. Donc les négociateurs de la brigade de recherche et d'intervention ont déjà commencé à échanger avec lui. Le forcené a demandé à voir Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui lui a fait savoir aux négociateurs qu'il se tenait à leur disposition. La piste terroriste est d'ores et déjà écartée. Thibaut, est-ce que l'on en sait plus sur le profil de cet homme, des antécédents psychiatriques? Est-ce que l'on sait qui il est? Et oui, tout à fait. Il s'agit d'un ancien magistrat tunisien. Il aurait déjà officié voilà, en Tunisie, 56 ans, et connu localement effectivement pour des antécédents psychiatriques. Et donc ça expliquerait peut-être pourquoi il veut parler au ministre de la Justice. Merci Thibaut. Vous restez aussi bien sûr avec nous. S'il y a du nouveau, vous n'hésitez pas à nous rappeler. Christian Proto, la négociation a commencé. Ça, c'est une bonne chose. C'est un bon point pour les enquêteurs. Oui, c'est une bonne chose parce qu'on sait très bien que quand les gens basculent comme ça, comme on dit, lorsqu'ils passent de l'autre côté du miroir, il est important de rentrer dans l'univers qui est le leur, qui est avec un désordre mental sérieux. Mais à ce moment-là, l'approche est différente et on peut arriver à défaut d'amener à une reddition, amener les circonstances qui permettront l'interpellation ou la neutralisation. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui, à mon avis, est plutôt rassurant. Parce que là, j'entendais dire que le rideau de fer était fermé. Souvent, les magasins, il y a que des accès vers l'avant. Et tout, du coup, tactiquement, pour rentrer à l'intérieur de l'endroit où se déroule la crise, ça peut être compliqué. S'il y a déjà cette possibilité et que le contact a été établi, je pense que c'est une bonne chose pour les intervenants. Parce que le fait que le rideau de fer soit baissé, c'est peut-être donc lui, le preneur d'otages, qui aurait demandé à ce qu'on le ferme. Et s'il n'y a pas d'autre accès, c'est très compliqué d'intervenir, c'est ce que vous nous dites. C'est très dangereux pour les otages. Après, si on n'obtient pas la reddition, il faut créer une diversion et rentrer de force. Avec un rideau de fer, c'est pas vraiment évident. Même à l'explosif, ça tombe pas comme ça. Donc peut-être trouver un autre moyen d'accéder, parce que souvent il y a des arrière-boutiques et tout. Donc ça, c'est tout le travail tactique qu'ils feront sur place. Mais je pense que le but pour le moment, c'est d'arriver à obtenir la petite fenêtre de tir, comme on dit, qui permet soit d'obtenir à partir du dialogue une reddition, soit d'obtenir des éléments qui le feront bouger pour, par exemple, en disant le ministre arrive, il veut vous parler, etc. Donc, soyons prudents parce qu'il est possible qu'il regarde la télévision et nous écoute en ce moment même. Il faut aller toucher, vous disiez, l'humanité de cette personne qui est en pleine crise psychiatrique, c'est ça. Il faut aller la chercher, en fait, là où elle se trouve, dans sa tête. Voilà, ce qui se passe dans ces états que nous qualifions d'exception, les gens ont un avantage sur nous, c'est qu'ils pressentent beaucoup les choses. Il y a tout ce qui vient de Cro-Magnon qui est en nous, qui ressort, un peu comme les gens commettent des actes pour se mettre à l'eau, pour sauver quelqu'un ou autre chose. On appelle ça les actes d'exception, qui fait qu'ils sont très résistants, ça peut durer des heures, sans manger, sans dormir, sans boire. Et puis des fois, tout d'un coup, pouf, il y a une chute qui se passe. Et ce qu'il faut éviter, c'est que, comme ils sont capables d'être excités à un très haut niveau, que l'excitation les conduise à vouloir montrer la crédibilité de leur action. Et voilà, donc c'est un équilibre difficile pour le négociateur et ceux qui sont chargés de l'intervention, pour faire la coordination entre les deux et éviter d'arriver quelques secondes trop tard. Vous avez dirigé le GIGN, qui est une unité d'élite spécialisée dans ce type d'intervention liée à des forcenés, Christian Proto. Plus le temps passe, mieux c'est pour les enquêteurs ou pas? Qu'est-ce qu'on peut se dire à l'heure où on se parle? Il est 18h04. Il faut jouer la montre parce qu'il n'y a rien d'urgent. Il a un couteau...
il peut se fatiguer. Mais je le disais tout à l'heure, la problématique, c'est que les états d'exception, les gens sont très résistants. Ils peuvent rester s'endormir tant qu'ils sont dans cet état. Et il y a un équilibre compliqué, mais on n'a pas intérêt à se précipiter de toute façon. Parce que d'abord, il n'a pas d'arme à feu, ce qui est déjà un avantage énorme. Et il peut se trouver à un moment où tout d'un coup, la raison revient. Parce que des fois, ils sont sous l'emprise de médicaments, ou justement, on manque de médicaments, et la fatigue peut prendre le dessus. Voilà, c'est jamais les mêmes, mais on retrouve à peu près les mêmes composantes. Vous avez fait un certain nombre d'interventions sur des forcenés. Vous parliez de ces états d'exception. Combien de temps un forcené peut ne pas dormir? C'est arrivé, c'est quoi la durée la plus longue à votre connaissance? 48 heures. 48 heures sans dormir. Ouais, sans manger, sans dormir. Regardez les exemples qu'on a connus récemment là, de ces hommes que la gendarmerie a cherchés pendant plusieurs jours. Survivalistes, voilà. Pour les derniers d'entre eux. Les gens sont tout d'un coup, ils ont l'impression que le monde est contre eux, parce que souvent c'est ce qui se passe, c'est ce sentiment que la terre entière leur en veut. Alors, et avec cette manière, bien sûr que l'on considère de notre côté du miroir, nous, comme étant stupides, sauf que dans leur monde à eux, ils se défendent contre le monde qui est toujours contre eux. Jean-Claude Dacier, on est là face à un cas évidemment de crise, de démence. Est-ce que, encore une fois, le contexte assez lourd, assez pesant, peut parfois provoquer une décompensation psychique chez les personnes les plus fragiles? Écoute, les médecins le disent et le constatent sur le terrain. Ça arrive assez fréquemment, soumis à une pression forte pendant des semaines. En l'occurrence, en France, ça fait bientôt 2 ans que ça dure. Donc, ça fait des dégâts aussi chez les enfants. Christian le disait tout à l'heure, le secteur de la psychiatrie dans notre univers de santé n'est pas non plus le plus favorisé. Là aussi, il y aura probablement des choses importantes à faire dans les mois et les années qui viennent. Donc tout ça explique en effet que nous avons des personnages qui sont, comme tu disais, en état de perdu, en état d'exception, en voulant la terre entière. Et c'est à chaque fois ça arrive quand même, me semble-t-il, de plus en plus fréquemment. Je n'irai pas jusqu'à lier complètement le Covid, le confinement, les difficultés du temps et ce qui se passe avec ce type de personnage, mais néanmoins, ça peut jouer un rôle. Et je pense que ça facilite pas la tâche des gens qui sont chargés à la fois de parler, d'établir le contact, en évitant évidemment ce que chacun redoute, c'est que cet homme se serve de son couteau, je ne sais quoi, pour passer à l'acte. Ce serait quelque chose qui serait évidemment tragique et difficile à vivre pour tous. Jean Garrigue. Oui, je n'aurais pas les prétentions de dire des choses passionnantes après avoir écouté Christian Proutot, qui est quand même un des grands spécialistes de ces questions. Mais simplement, moi, je pense à la nature de la fonction du preneur d'otage, là, qui était magistrat. On peut imaginer... Au conditionnel, on n'a pas encore toutes les informations concernant cet homme. S'il advenait qu'il soit effectivement magistrat, on peut imaginer quelqu'un qui aurait une sorte de structure intellectuelle et qui rechercherait une forme de dialogue qui ne serait pas uniquement dans l'acte et dans le geste. Et donc je suppose que ça peut favoriser justement une négociation peut-être de nature politique ou juridique. Bon, ça, que sais-je, j'extrapole totalement. Mais je veux dire que ce profil-là, éventuellement, pourrait, mais ça peut-être Christian pourrait nous le confirmer, prédisposer à une discussion, à des argumentaires, puisque c'est quelqu'un qui manifestement, dans sa profession, s'il est un magistrat, a pu être confronté à ce type de dialogue. Christian Proutot. Ouais, effectivement, on pourrait l'espérer, mais on n'a pas de clé pour dire que l'on en est sûr. L'exemple que je prenais tout à l'heure et que je reprends, c'est qui nous permettait à nous de nous situer par rapport à ces personnes. On disait passer de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que vous avez l'impression, comme un miroir sans teinte, d'avoir quelqu'un qui vous ressemble, mais il est dans un univers. Et l'essentiel, tactiquement, c'est d'arriver dans la négociation à rentrer dans cet univers. Et Jean le soulignait, c'est très, très fragile parce que ça peut venir par rapport à son expérience, une clé pour dire, le ramener, faire remonter des souvenirs par rapport à son ancien métier. Il y a tout un tas d'éléments comme ça qui permettent à ce moment-là d'avoir une proximité. S'il n'avait pas cherché le dialogue, il aurait tout de suite blessé quelqu'un. Mais il est là pour se faire remarquer. Et il y a ce besoin aussi de faire parler de soi. Peut-être des gens, on voit ça aussi avec des gens
qui n'ont plus rencontré grand monde ou qui ont été des plaideurs. Ça arrive souvent avec des gens qui ont eu des procès, qui ont enchaîné les procès, qui sont persuadés que le système lui-même... Oui, qu'il y a un complot contre eux. C'est le un syndrome complot. du procès. Maître Goldnadel. Ouais. Non, écoutez, j'ai aucune expertise particulière. Sur ce... Je ne suis pas Christian Poteau, donc en plus commenter un événement à chaud par rapport à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça m'est difficile. Et je trouve que mon ami Dacier va un peu vite pour déjà incriminer l'expertise française, la psychiatrie française s'agissant d'un ressortissant étranger. Je ne pas incriminer. C'est Christian, mais tout le monde, il n'est pas le seul. On dit tous que le secteur psychiatrique, en général, en France, est dans une situation de grande pauvreté. Dans une situation Allez, on va juste... C'est tout ce que je dis. Christian Poteau. Il faut penser Il aussi faut aux rappeler limites que de la psychiatrie. le père qui a perdu la vie en Vendée, Oui. celui qui l'a tué, nonobstant ceux qui avaient mis l'accent sur le fait qu'il était étranger, il sortait d'abord d'un asile psychiatrique. Absolument. Thibaut Hu est encore sur place pour Europe 1. Thibaut, est-ce que le dispositif policier est toujours en place à l'heure où on se parle ? Oui, Laurence, le dispositif est toujours en place, complètement bouclé. Pas un bruit, pas un bruit. La circulation a été arrêtée dans le secteur. Les commerces ont été fermés. Donc voilà, selon nos informations, les négociateurs de la brigade de recherche et investigation travaillent toujours à négocier avec cet individu. On a plus d'informations, on lisait tout à l'heure, sur l'identité de ce forcené. Il s'agirait d'un ancien magistrat tunisien de 56 ans. Il faudra attendre par contre le relevé des empreintes pour être certain qu'il s'agit bien de lui. Donc voilà, le travail continue, périmètre bouclé. La colonne d'assaut de la BRI est prête à intervenir au cas où la situation venait à dégénérer. Merci beaucoup Thibaut Hu d'Europe 1. Et on a évidemment l'heure rêvé sur ce qui se passe. Vous n'hésitez pas à nous rappeler. Christian Poteau, dans quel état d'esprit peuvent se trouver les deux femmes qui sont prises en otage? C'est la panique, c'est la sidération. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des otages? Alors, dans les otages, ce qui est souvent surprenant, c'est qu'en général, il se passe ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, qui est un syndrome très connu, où les otages sentent que le meilleur moyen pour se protéger, c'est de prendre fait et cause pour celui qui les agresse. Ça, c'est un phénomène courant. Et la plupart du temps, ils ne cherchent pas à intervenir, et ils cherchent surtout à se faire oublier, quand ils sont plusieurs, ou à essayer de rentrer de créer un lien avec, pour se protéger. De l'empathie, quoi. De l'empathie, c'est tout à fait naturel. Et il arrive, mais très rarement, moi ça m'est arrivé malheureusement 2 fois, et ça a énormément perturbé l'intervention, qui veulent faire quelque chose. Que les otages tentent d'intervenir. Oui, oui. Et à ce moment-là, c'est très difficile en cours de route de rattraper tout ça. Bon, malheureusement, on a pu rétablir la situation, mais je pense que je crois que quand on est otage, il faut essayer de ne pas faire monter la pression qui est déjà assez haute. Et puis, je sais, pour ensuite avoir rencontré des gens qui avaient été pris en otage, les gens ne vivent pas tous de la même manière. Il y en a, c'est un syndrome à vie, ils sont perturbés à vie, voilà. Post-traumatique à vie. Et il y en a d'autres, c'est une aventure comme une autre, ils vous la racontent comme ça. On est tous inégaux devant la menace et devant la manière de la gérer au fond de soi. Enfin, si je peux me permettre... Maître Goldnadel, un dernier mot. Oui, si je peux me permettre, le problème c'est qu'à Stockholm, c'était les anciens otages qui restaient reconnaissants à leurs anciens ravisseurs. Là, effectivement, c'est une posture un peu spéciale. Oui, c'est ce que j'appelais syndrome de Stockholm. Mais quand vous êtes à l'intérieur, quand vous êtes entre les mains du preneur d'otages, on peut comprendre que vous soyez dans un commandement. Ah mais je prends pas position, j'explique ce qui peut se passer dans la tête des otages. Dans la tête des gens. Oui. Allez, on fait une pause, on garde évidemment ce dossier présent à l'esprit. Thibaut Hu est sur place, il nous appelle s'il y a du nouveau. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, on parlera